Je vois encore d'autres personnes qui arrivent, mais qui ne s'inquiètent pas, ils auront le temps de s'installer. La conférence va démarrer doucement. Pourtant, on va être en route pour l'infini. Vous n'êtes pas en quantité infinie dans cette salle, mais c'est très impressionnant. Merci infiniment d'être venu. Bon, maintenant, il n'y a que moi au programme, donc c'est facile. Hein. Forcément, j'ai forcément du succès. Mais donc mais en tout cas, ça me touche beaucoup que vous soyez tous présents ici aujourd'hui pour les Utopiales qui démarrent aujourd'hui. Inauguration ce soir avec le spectacle, 4 jours où ça va dépoter. Bref, merci d'être là. C'est aussi grâce à vous que les Utopiales sont un succès. C'est grâce à vous même que les Utopiales sont un succès, parce que vous venez, vous êtes fidèles et que vous aimez ce festival. Donc aujourd'hui, en route pour l'infini, pour la singularité. Quand la physique, j'ai intitulé ça singularité. Ah, on ne voit plus la planche. Quand la physique cesse de fonctionner. Alors attendez, il y a un souci technique. Voilà. Là, c'est pas la physique qui cesse de fonctionner, hein, voilà. On voit la cité des congrès jusqu'au bout, professionnel jusqu'au bout, qui nous montre la page blanche. Bon, ça va sûrement s'arranger. Ils vont revenir dans un instant, ça va sûrement s'arranger. Et donc, singularité qui a à voir avec des questions, en tout cas en physique, en mathématiques, avec la question quand il y a une quantité qui tend vers l'infini, quand il y a une quantité qui diverge. Aïe, aïe, aïe. Alors ça marche pas. Alors là, on est foutu, quoi. Alors attendez, je vais faire ça en mode différent. Je vais faire ça en mode comment on va faire attendez. Aïe, 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 aïe. C'est la singularité. Parce que cette conférence, j'ai oublié de le dire, c'est une conférence que j'ai préparée spécialement pour vous. Hein, donc elle n'a jamais été dite nulle part. Hein, c'est vraiment une conférence spéciale, nouvelle, que vous n'avez jamais entendue. Ah oui, alors là, du coup, c'est moi qui ai tout perdu, là. Aïe, aïe, aïe. Ah merde, alors là, c'est moi qui suis en PLS. Ah, on va débrancher, rebrancher. Ouais. Non, c'est bon, j'ai fait ça. Voilà, la support technique est là. Il apparaît sur mon écran, mais Ah ouais. il n'apparaît pas sur Alors attendez, je vais essayer de remettre moniteur. Vas-y, on va remettre ça. Bon ben voilà, je vais être obligé d'être encore moins bavard que d'habitude. Je vais regarder à côté si Ouais. ça fonctionne, mais ça devrait apparaître ici. Ah et moi j'ai perdu le truc là. Moi je vois plus rien. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, c'est la merde. Excusez-moi de cette expression, mais c'est un peu ça la situation. Ah, je suis vert. Et moi j'ai pas. J'ai ça. Aïe 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 aïe. Ouais, Je vous laisse ça. toucher Ah oui, ça ça dans là. l'état Ouais. On va y arriver. Et moi je perds le truc. Voilà. Et non, ça marche encore moins là. Et moi j'ai plus rien là. Ah si, voilà. Ah, ah, ah. Attendez, alors on va faire ça. Non, ça marche pas. Ah, on est foutu. Sinon, je la fais sans rien. On va faire ça. On va faire sans planche. Bon, évidemment, avec les images, il y a des trucs sympas. Hein, non, là, ça marche encore moins. Si c'était possible, ça marche encore moins. Non, là, c'est encore moins. Ah, non. Là, ça marche pas du tout, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la PLS. Alors, on va le faire sans. Pourquoi il y a un PLS là? Mais c'est terrible, c'est terrible. Alors, on va faire sans, tant pis. On va faire en mode old school, sans planche. Donc singularité, quand quelque chose tend vers l'infini. Alors un des premiers éléments en physique, ou la singularité en physique, en réflexion, en mathématiques, et en physique aussi, puisque c'était sur la question du mouvement, il y a eu le paradoxe de Zénon, le fameux paradoxe de Zénon, qu'on appelle paradoxe de la flèche aussi, paradoxe de la dichotomie, où l'idée que le mouvement est impossible, parce que pour aller d'un endroit à un autre, eh bien, disait-on, il fallait faire déjà la moitié de la distance, et après la moitié de la moitié,
et après la moitié de la moitié de la moitié, et puis comme ça, un nombre infini d'étapes qui vous amenait à réaliser que peut-être le mouvement était impossible, puisque à chaque étape supplémentaire, vous faites la moitié de la distance qui vous reste à parcourir, et que finalement, euh, vous n'arriviez jamais à l'objectif que vous étiez fixé. Alors ce paradoxe-là, ça a relevé plutôt d'une façon de question mal posée, dans le sens où ce paradoxe a été résolu une fois qu'on a réalisé que le mouvement était continu. C'était pas forcément, on pouvait le diviser à l'infini, mais c'était quelque chose qui était continu, et ça ne le rendait pas, parce qu'on pouvait le diviser à l'infini, ça ne le rendait pas impossible pour autant, et que en analyse moderne, une fois qu'on a compris comment on pouvait procéder pour sommer des nombres infiniment, une infinité de nombres, alors quand c'est des nombres qui sont grands, évidemment la somme est infinie, mais quand c'est des nombres qui sont de plus en plus petits, par exemple si j'additionne un demi, la moitié de la distance, plus un quart, le quart de la distance, plus un huitième de la distance, plus un 16e, plus un 32e, etc., cette somme-là, en additionnant les nombres, un nombre infini, une quantité infinie de nombres, mais de plus en plus petit, cette somme-là, on peut montrer qu'elle converge, que cette somme-là converge et qu'elle vaut 1, la distance initiale à parcourir, si on appelait 1 cette distance initiale à parcourir. Et dans la science-fiction, parce que c'est ça aussi que j'ai essayé, c'est de vous parler de singularité, mais de trouver des éléments, à chaque fois que c'était possible, des éléments qui viennent de la science-fiction. Il y a une histoire de Philippe K. Dick qui s'appelle The Indefatigable Frog, la souris, la souris, la souris qui ne se fatigue pas, infatigable. Alors la grenouille infatigable, c'est une nouvelle de Philippe K. Dick qui a été publiée en 1953. Et dans cette nouvelle, deux scientifiques s'affrontent sur la question du mouvement. Ils reprennent le paradoxe de Zénon. Ça commence directement en évoquant le paradoxe de Zénon, explicitement ce paradoxe dont je viens de vous parler. Et eux veulent faire la manip. Alors comme on est en science-fiction et comme on est avec Philippe K. Dick, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une espèce de tunnel, de passage, dans lequel la souris, parce que ce sera donc une souris, en dépit de tout ce qu'on peut dire, ça sera donc une souris. La souris avance, alors la grenouille c'est mieux parce qu'elle fait des petits sauts, alors les petits sauts c'est hop, je fais un petit saut d'un demi, et puis dans ce tunnel spécial, la grenouille, la grenouille est divisée, sa taille est divisée par deux à chaque saut. Donc elle fait un saut, puis après sa taille divisée par deux, donc elle sous-entend qu'elle va faire un saut moitié, puis un saut un quart, etc., etc. Je vous laisserai découvrir la nouvelle pour ne pas vous spoiler la fin. Mais voilà, il y a cette idée-là. Alors, sauf qu'en pratique, si on voulait être critique, il y a un détail, c'est que quand on est 2 fois plus petit, on ne fait pas des sauts 2 fois plus courts. Voilà. Mais ça, c'est un détail. On fait des sauts qui sont 2 à la puissance 2 tiers plus courts. Mais c'est un détail. Et donc, finalement, voilà. Il y a l'idée de tester par la manip, vous voyez, de le faire en vrai, cette expérience de Zénon. Alors un autre moment où l'infini apparaît en physique, et ça concerne aussi l'astrophysique, qu'on appelle le paradoxe d'Olbers. Le paradoxe d'Olbers, ça concerne l'idée que on voit le ciel noir la nuit, pour dire pourquoi le ciel est noir la nuit. La question qui est soulevée par ça, qui a l'air évidente, on se dit pourquoi le ciel est-il noir la nuit? On va pas se dire, camarade Luke, parce que le soleil est couché. Pour ça, c'est déjà une bonne réponse. Effectivement, le ciel est noir parce que le soleil est couché. Et quand le soleil est levé, eh bien, la lumière du soleil, diffusée par l'atmosphère de la Terre, donne l'aspect bleu au ciel quand on n'a pas de nuages. Et donc, ce paradoxe d'Olbers, on dit pourquoi la nuit est noire? Et oui, parce que si on est dans un modèle de l'univers, une représentation de l'univers, le supposant infini, bon, déjà, voilà un infini, et uniformément rempli d'étoiles éternelles qui ont toujours existé, ce qui était quelque chose comme l'idée qu'on pouvait se faire à l'époque, 19e siècle, de la structure de l'univers. Pas de modèle cosmologique encore détaillé comme on a pu le faire à partir du début du XXe siècle. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, vous êtes dans une situation où vous devriez voir un ciel uniformément lumineux, parce que si le ciel est infini et rempli d'étoiles, où que porte votre regard, vous tombez sur une étoile. C'est un peu comme si je regarde vers le bas, merci de votre présence, où que porte mon regard, je tombe sur un humain. Et donc, si je regarde juste comme ça, j'ai l'impression d'avoir... Alors, imaginons que je sois au centre d'une salle où vous êtes tous très nombreux autour de moi, j'aurais l'impression, ce serait la réalité, d'être entouré d'humains, jusqu'à l'infini, pas tout à fait, parce que la cité des congrès n'est pas si grande que ça, mais dans une forêt, le cas d'une forêt est absolument clair, vous êtes au milieu de la forêt, il y a des arbres absolument partout, en grande quantité, dans une clairière, et vous regardez, et où que porte votre regard, vous voyez le tronc d'un arbre, et vous avez l'impression d'être entouré complètement par un tronc d'arbre, une texture de tronc d'arbre unique tout autour de vous. Et donc, si vous remplacez arbre par étoile, vous devriez voir, où que pointe votre regard dans le ciel, vous devriez voir
une étoile et donc avoir un fond de ciel uniformément lumineux et aussi brillant que la surface d'une étoile. Et ça, c'est une question qui manifeste, enfin, cette situation n'est manifestement pas constatée dans le réel, et ça soulève la question de pourquoi la nuit est noire. Quelle est la raison qui fait, où est l'erreur, où est le problème dans les hypothèses, et cette apparition des singularités en physique, cette apparition de divergence, de quantité de lumière, alors on pourrait dire infinie si l'univers était infiniment grand. En pratique, non, parce que les étoiles qui sont derrière vont être masquées par celles qui sont devant, et donc on aura une quantité finie de lumière qui arrivera. Ça règle le problème de l'infini, mais ça ne règle pas le problème de l'inadéquation de ce modèle avec le réel qu'on observe dans la nuit, dans une nuit habituelle. Alors, il y a des images qui ont été faites, évidemment. On peut faire des images, on voit avec nos yeux. On peut faire des images ensuite avec les grands télescopes modernes. Je pense par exemple au télescope Euclide ou au télescope spatial James Webb. Télescopes qui vont pouvoir voir des objets extrêmement faibles que nos yeux ne perçoivent pas. Et dans les zones qui, à nos yeux, apparaissent noires, ils vont voir des objets. Soit ils vont les voir en lumière visible, mais trop faible pour que nos yeux les captent. Soit ils vont carrément les voir dans des lumières qui sont invisibles à nos yeux, auquel cas on est dans une situation presque double, à la fois faible et en plus dans une lumière, en lumière infrarouge par exemple, invisible à nos yeux. Et quand on regarde ces images, on voit bien qu'entre les étoiles, il y a plein d'autres objets, notamment des galaxies, et les images les plus spectaculaires qu'on appelle deep field, des champs profonds, qui posent des heures et des heures sur des champs extrêmement petits, avec des télescopes avec des sensibilités de capteurs et de diamètres extrêmement grands. Eh bien, on se retrouve dans une situation où on voit bien qu'il y a des choses entre les choses, mais il y a toujours du noir entre les toutes petites choses, les tout petits objets que l'on observe. Et donc la question du paradoxe du ciel noir, enfin de la question de pourquoi la nuit est noire, dit paradoxe d'Olbers, elle a été résolue par un poète, Edgar Poe. Elle a été résolue parce qu'il ne s'est plus à réfléchir à ce problème. Elle a été résolue, et je vous lis dans son essai sur l'univers matériel et spirituel, un essai qu'il a publié en 1848, voilà ce qu'il nous dit. Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. Donc c'est ce que nous venons de dire. Où qu'on pointe le regard, si l'univers est infini, uniformément rempli d'étoiles et qui sont éternelles, eh bien, où que l'on pointe le regard, on tombe sur une étoile et donc on doit avoir un ciel uniformément lumineux. Là, il nous rappelle finalement le paradoxe. Donc, dans de telles conditions, nous dit Edgar Poe, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Alors derrière ça, il y a deux choses qui sont intéressantes. D'une part, que ces sources de lumière, les étoiles que nous voyons qui sont à des distances considérables, d'ailleurs n'ont pas toujours existé. Et il a fallu un temps fini pour qu'elles arrivent, pour que leur lumière nous arrive. La vitesse de la lumière est finie, 300 000 km par seconde, ce qui est considérable, mais la lumière met un certain temps pour nous arriver, et un objet très lointain, je n'ai pas encore reçu sa lumière depuis le moment où il a commencé à briller. Si un objet est à, disons, 1 million d'années-lumière et qu'il n'a brillé que depuis 500 000 ans, il est né il y a 500 000 ans, ben, la lumière n'a pas encore eu le temps de m'arriver. Il lui faut 1 million d'années pour arriver, l'objet n'a brillé que 500 000 ans. Et donc, dans cette situation-là, double, la vitesse de la lumière est finie et les objets de l'univers, les étoiles en particulier, ont un âge fini. Elles n'ont pas toujours existé. On peut résoudre déjà le paradoxe d'Olbers, et c'est précisément au XIXe siècle qu'on a compris le fonctionnement des étoiles et l'idée que les étoiles n'avaient pas toujours existé et avaient une durée de vie finie, très grande dans le cas du Soleil. Maintenant, on sait que le cas du Soleil, c'est 10 milliards d'années. Les premiers modèles donnaient des durées de vie d'étoiles qui étaient beaucoup plus courtes, plutôt de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. Mais les étoiles n'ont pas toujours existé, elles ont donc un âge fini, et la lumière des objets les plus lointains n'a pas eu le temps de nous parvenir. Il existe une distance au-delà duquel je n'ai reçu aucune information, et il y a peut-être des choses, mais je ne sais pas qu'elles sont là, parce que la lumière qui me porterait témoignage de leur existence ne m'est pas parvenue. Et puis maintenant, on sait mieux, l'univers est en expansion, en plus, ça rajoute, on va y revenir dans un instant, l'univers est en expansion, ça rajoute une couche à cette déjà compréhension minimale. Le simple fait, c'est ça qui est assez fascinant, le simple fait de constater que la singularité ne se produit pas, que le ciel devait être infiniment brillant et que ça ne se produit pas, est une observation cosmologique d'une importance cruciale qui permet de statuer et de dire que les étoiles ont une durée de vie finie, et même si on prend un peu attention
si j'ose dire, comptant les étoiles, comptant la lumière qui nous vient du ciel, on peut même avoir une idée de deux quantités mélangées ensemble, qui sont à la fois la durée de vie des étoiles et leur nombre par unité de volume. Donc on peut faire une observation cosmologique avec quelque chose d'extraordinairement simple, constater que la nuit, le ciel est noir. Alors ça montre qu'il existe un horizon cosmologique, une distance au-delà de laquelle l'information ne nous est pas parvenue, et que même si on imagine un univers infini, ce qui est d'une certaine façon singulier aussi, parce qu'un univers infini, c'est quoi, enfin comment on se le représente? On a des outils mathématiques, bien sûr, pour discuter de ça, mais un univers infini, on se dit, mais quand même, c'est grand, c'est même très grand, mais c'est pas... Enfin, d'une certaine façon, notre perception de cet infini est limitée par cet horizon. Nous ne voyons qu'une portion finie de cet hypothétique univers infini. Et donc l'univers est en expansion, ça je viens de le dire, c'est une couche supplémentaire, mais les deux éléments essentiels pour comprendre le paradoxe de la nuit noire, ou pour lever le paradoxe de la nuit noire, c'est de réaliser donc que les étoiles ont une durée de vie finie et que la vitesse de la lumière est finie. Et cet univers en expansion, ça a été montré en 1929 par Edwin Hubble, un astronome américain, qui a pu déterminer, d'abord mesurer des distances avec d'autres, des distances des galaxies, réaliser qu'il y avait des objets en dehors de notre galaxie, et il y avait bien des univers-îles, enfin l'hypothèse des univers-îles, des groupes d'étoiles qu'on a appelés à galaxies, qui faisaient partie de ce qu'on appelait avant les nébuleuses, les machins qui n'étaient pas des points brillants dans le ciel, et qui étaient nébuleux, diffus, et il y a eu tout un tas de séparation de différentes catégories de nébuleuses, dont l'une est devenue les galaxies, et Hubble a constaté que ces galaxies s'éloignaient de nous, en mesurant leur vitesse relative à notre galaxie, la Voie lactée, qu'elles s'éloignaient de nous, et qu'elles s'éloignaient de nous d'autant plus vite qu'elles étaient lointaines. Et cette loi d'expansion cosmique, c'est en 1929, à peu près à la même époque, Georges Lemaître et j'oublie le nom du russe, j'oublie son Lemaître, bon bref, ça va revenir, ont bâti les premiers modèles d'univers. Et dans ces premiers modèles d'univers, Alexandre Friedman. Et donc ces premiers modèles d'univers montraient qu'il était possible de considérer un univers en expansion, un univers qui se dilate, dont les distances entre les objets augmentent régulièrement avec le temps, modèle d'univers qui était fondé sur la relativité générale d'Einstein, qui a été publié en 1915, dont on fête cette année les 110 ans, et la relativité générale les 120 ans, 1905. La relativité restreinte, les 120 ans, qui a été publié en 1905. Et donc on est dans une situation où on a la capacité d'observer des choses et de les modéliser qui semblent cohérentes entre elles. L'univers est en expansion et très rapidement, des physiciens en tirent une conséquence. Si l'univers est en expansion, si la distance entre les objets, entre toutes les paires d'objets, ce n'est pas juste entre moi, le centre, et tous les objets s'éloignent de moi, ce n'est pas une explosion, cette expansion, c'est tous les points s'éloignent de tous les autres en même temps. Eh bien, dans cette hypothèse-là, on est forcé d'admettre, dans un passé lointain, alors l'univers, il était plus concentré, plus dense et plus chaud, du coup, qu'il n'est maintenant. Dans le passé, l'univers est plus dense et plus chaud. Et si cet univers était plus dense et plus chaud, il doit en rester une trace que l'on observe. Alors cette trace, elle a été détectée par des astronomes américains qui s'appellent Arno Penzas et je crois, et Robert Wilson, qui ont détecté en 1965 ce qu'on appelle désormais le fond diffus cosmologique. Ce fond diffus cosmologique, c'est précisément la trace de cette étape dense et chaude de l'univers, trace passée, où l'univers est passé par une température de l'ordre de 3000 degrés, et l'expansion aidant, cet univers dense et chaud qui était aussi ionisé, la matière que nous connaissons habituellement, mais sur les planètes, les étoiles, tout ça, il n'y en avait pas, mais même la matière elle-même, les électrons qui constituent la matière, les atomes de la matière étaient séparés des noyaux, et dans la matière ordinaire, ils sont attachés ensemble pour faire un atome. Là, la matière était ionisée, et dans cet état ionisé, la lumière se déplaçait en zigzagant, se déplaçait en étant diffusée incessamment par les électrons, et cet univers lumineux mais opaque, un peu comme peut l'être un brouillard finalement. Quand on est dans un brouillard, eh bien, on ne voit pas loin parce que la lumière des objets loin derrière le brouillard est diffusée par la lumière et je n'ai pas d'image nette de ce qui se passe au-delà du brouillard. Et puis l'expansion aidant, la matière s'est refroidie
et les atomes se sont formés, les électrons se sont alliés au noyau sans électrons pour former des atomes neutres, essentiellement c'était de l'hydrogène dont il était question, et un peu d'hélium, et le brouillard s'est levé. Et le brouillard se levant, eh bien nous nous sommes rendus compte, nous, il n'y avait personne à l'époque, mais imaginons que nous serions là, on est en science-fiction, expérience de pensée, je suis l'unique observateur dans cet univers où le brouillard se lève d'un coup, mais je ne vois pas instantanément jusqu'à des distances infinies. Au bout d'une seconde, eh bien, je ne vois que la lumière qui me parvient d'une seconde lumière, au bout de 2 secondes lumière, etc. Et au bout de 13,8 milliards d'années, ça n'est pas 13,8 milliards d'années-lumière, c'est 45 milliards d'années-lumière, parce que depuis ce temps-là, l'univers s'est aussi étendu, et donc je vois une distance beaucoup plus grande que l'âge-lumière, que la durée que la lumière a mis pour me parvenir. Et donc ce fond diffus cosmologique a été découvert un peu dans une observation, on pourrait dire singulière, par une anomalie dans l'observation du ciel en micro-ondes, avec une antenne, par ces deux physiciens des Bell Labs. Eh bien, ils ont découvert le fond diffus cosmologique en essayant de supprimer quelque chose qui leur paraissait être une anomalie, quelque chose qui ne convient pas. On va essayer ils nettoient, limite, même plus que limite, ils ont été littéralement nettoyer les déjections des pigeons dans l'antenne en disant mais c'est pas possible, il y a un truc là, on n'arrive pas à s'en débarrasser, il y a un bruit de fond qui nous pourrit la vie. Eh bien, c'était une grande découverte, celle du fond diffus cosmologique qui avait été prévue quelques années avant. Alors ce fond diffus cosmologique, bien sûr, il a été observé par tout un tas de satellites, notamment le premier qui l'a fait, le satellite COBE en 1992, et ce satellite a fait le spectre du fond diffus cosmologique. Il a regardé la façon dont se distribuait la lumière en fonction de sa longueur d'onde, qui est toujours dans la gamme de ce qu'on appelle le rayonnement millimétrique. Eh bien, il a montré, et c'est ça qui est stupéfiant, que le spectre de ce fond diffus cosmologique est le spectre d'un corps noir. On va y venir dans un instant parce que c'était aussi un élément singulier, la compréhension du rayonnement du corps noir dans l'histoire de la physique. Donc un spectre d'un corps noir a une température de 2,728 Kelvin, donc moins 271 degrés Celsius en gros, l'équivalent d'un corps rayonnant à une température très basse, dont la température est très basse, et dont on reçoit ce rayonnement qui est dans toutes les directions, extrêmement uniforme. Il y a des petites fluctuations. Les satellites suivants, après COBE, il y a eu le satellite WMAP américain, le satellite Planck européen, qui ont observé en détail et qui ont étudié en grand détail le fond diffus cosmologique, et qui ont montré que ce n'était pas parfaitement uniforme. Il y avait des petites fluctuations de température de l'ordre de 10 à 20 microkelvin, millionièmes de Kelvin, et que ces fluctuations portaient la trace de surdensité ou de sous-densité, mais de surdensité qui étaient les germes de formation des premières grandes structures de l'univers. Alors, pour ceux qui ont lu de la science-fiction, le fond diffus cosmologique, il intervient dans au moins une œuvre, avec un plot twist incroyable. Est-ce que vous pouvez la citer? Blind test, parce que maintenant on est en mode relax, hein, donc on va bosser. Est-ce qu'il y a une œuvre de science-fiction où le fond diffus cosmologique apparaît? Enfin, il est discuté, il est là, on le cite. Le problème à trois. Voilà, il y a des boss ici, c'est vraiment, on est aux utopiales. Le problème à trois corps, effectivement, de Liu Cixin, où, vous savez, il y a toute cette affaire avec le comment s'appelle, le chercheur en nanotechnologie. On lui dit il faut arrêter tes recherches, sinon tu vas avoir des problèmes. Puis il a un compte à rebours qui lui apparaît devant les yeux. Dans les yeux, là, il regarde et il voit, en vous voyant, là, j'ai un compte à rebours. Je dis wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc il est un peu inquiet. Et puis quand il arrête ses recherches, le compte à rebours s'arrête. Puis après, il les reprend. Et puis on lui dit le compte à rebours reprend. Et puis surtout, tu vas voir, comme preuve qu'on te regarde, on va faire clignoter le fond diffus cosmologique. Va à l'observatoire qui regarde le fond. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas au sol. Les observatoires du fond diffus, il faut être dans l'espace pour enlever l'atmosphère de la Terre qui va perturber considérablement l'observation du fond diffus, même si on peut le capter de la Terre. Les meilleurs points d'observation sont plutôt dans l'espace. Et effectivement, il regarde et il voit clignoter le fond diffus en faisant en morse le compte à rebours. Alors je peux vous dire que là, vous dites... celui qui m'a parlé, je vais écouter très attentivement ce qu'il va me dire, parce que manifestement, il est très fort. Et dans la série Netflix, alors j'avais un extrait, bon, c'est pas grave, peut-être vous verrez la série Netflix. Dans la série Netflix, ils font pas clignoter le fond diffus, ça c'est peut-être un peu pas compliqué. Enfin, il faudrait expliquer tout ce que c'est et prendre plus de temps qu'on en dispose dans une série télévisée. Ils font clignoter les étoiles. Donc la nuit, il y avait alors le ciel dans la série Netflix, il y a des étoiles, c'est magnifique. Ils sont en pleine ville, on voit 20 étoiles et c'est minable. Et puis quand l'étoile clignote, ça fait varier l'ambiance lumineuse, comme si les étoiles c'est des spots qui, quand vous éclairent, ça fait une ombre, quoi. Ils sont drôles dans Netflix. Et puis donc l'étoile clignote, bon c'est pareil. Hein. Si un jour vous voyez l'étoile clignoter, soit il faut arrêter ce que vous avez pris le quart d'heure d'avant,
Ça, c'est une possibilité. Soit il faut écouter très attentivement ce que vous dit la personne qui vous a parlé pour dire je vais faire clignoter des étoiles pour toi. Bon, donc voilà, donc là l'exemple science-fictif du fond diffus, c'était dans le problème à trois corps. Et ce spectre du fond diffus, disais-je, c'est un spectre de corps noir. Ce corps noir, c'était l'idée d'étudier, ça a commencé depuis tout le temps, on fait chauffer des choses, des métaux, notamment des métaux pour la métallurgie. On voit bien que leur couleur n'est pas la même selon leur température, c'est même d'ailleurs un procédé. Et Wedgwood, un potier anglais Wedgwood, des fameuses porcelaines Wedgwood, avait remarqué que tous les corps chauffés deviennent de la même couleur à la même température. Ils ont toujours le même rouge, le même orange, la même coloration. C'est très progressif. Et ceux qui savent, qui sont potiers ou qui sont forgerons, ils savent reconnaître à quel moment il faut agir sur le métal, par exemple, le forger, uniquement avec la couleur. Ils ne mettent pas un thermomètre, ils regardent avec la couleur, ils savent repérer à quelle température est le métal. Et donc, les corps chauds rayonnent. Alors, quand ils sont suffisamment chauds, ils rayonnent en lumière visible, mais ils peuvent aussi rayonner en lumière infrarouge. Vous êtes là des sources de lumière, vous êtes des lumières. Mais c'est normal, on est aux utopiales. Vous êtes des lumières, mais infrarouges, parce que votre température, ça c'est plutôt bon pour vous, n'est pas suffisamment élevée pour que vous rayonniez en lumière visible. Disons, vers 800 ou 900 degrés de température corporelle, vous rayonnerez en lumière visible, qui serait assez impressionnant, mais fâcheux pour votre survie à court terme. Donc là, il y a cette situation de corps qui rayonnent tout le temps, et on a appelé modèle du corps noir, en fait, un corps qui rayonne, mais qui absorbe, c'est pour ça qu'on l'appelle, absorbe autant qu'il rayonne. Et cette absorption, un corps qui rayonne beaucoup, ou qui est capable de rayonner beaucoup, est aussi un corps qui absorbe énormément. Et ça, c'est une raison qui vient de la thermodynamique sur laquelle je passe. Mais il y a des éléments, on l'a appelé corps noir, pour désigner en fait des corps rayonnants. Le Soleil est une manière de corps noir. Le fond diffus cosmologique est un corps noir avec une précision, rayonne comme un corps noir à 2,728 Kelvin. Vous voyez, on marquait la précision au millième de degré, qui rayonne presque parfaitement. C'est incroyable, avec une précision incroyable. Le fond diffus est un corps noir étalon, pas facile d'accès, mais étalon, qui est meilleur que les meilleurs corps noirs étalons dont nous disposons sur Terre. Et donc, on s'est posé des tas de questions sur cette question du rayonnement du corps noir, et les premiers modèles classiques pour essayer de calculer le spectre. Voici, j'ai un objet qui a une certaine température et rayonne de la lumière, je peux mesurer son spectre, regarder la répartition de la lumière, des différentes longueurs d'onde, différentes couleurs, disons, de la lumière en fonction, et puis l'énergie en fonction de la longueur d'onde. Je rayonne beaucoup, le Soleil, par exemple, rayonne plus dans le vert que dans le rouge et le bleu. Voilà, donc il a une distribution lumineuse, on appelle donc spectre, et le calcul de ce spectre, les premières tentatives se fondaient sur la physique classique en 1900 et obtenaient une courbe qui ne collait pas, qu'on appelle le spectre de Rayleigh-Jeans, de M. Rayleigh et M. Jeans, et ça ne collait pas, et ça ne collait pas deux fois. Ça ne collait pas parce que ce n'était pas la même courbe que la courbe expérimentale, même, disons, imprécise, enfin avec les entachés des erreurs de mesure habituelles en physique, mais ça ne collait vraiment pas. Et deuxièmement, elle souffrait d'une singularité. Elle souffrait du fait que cette déduction à partir de la physique classique obtenait un spectre dont la somme, si je somme toutes les énergies dans toutes les longueurs d'onde possibles, ça me donne la quantité totale d'énergie rayonnée. Eh bien, la quantité totale d'énergie rayonnée par ce modèle très simple aboutissait à une divergence vers l'infini, ce qu'on a appelé catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire que l'énergie rayonnée dans les courtes longueurs d'onde, dans les hautes fréquences, donc dans la zone violette, ultraviolette et au-delà, était si importante que la quantité totale d'énergie devait tendre vers l'infini, ce qui était inacceptable et qui était la preuve, en plus de l'inadéquation avec l'observation, la preuve que cette formule était fausse et qu'il y avait un grave problème. Et c'est Max Planck, au début du XXe siècle, en 1900 même, qui a compris, et il a compris en faisant un saut mental considérable qui a donné naissance à ce qui s'est appelé ensuite, ou qui a participé à donner naissance à ce qui s'est appelé ensuite la physique quantique, dont nous avons ici quelques éminentes représentantes dans la salle qui vont intervenir dans les jours qui viennent. Cette physique quantique était les échanges entre lumière et matière sont quantifiés. Il a fallu faire cette hypothèse pour obtenir le bon spectre de rayonnement du corps noir et faire disparaître encore une fois cette singularité que l'on observait. Alors des corps noirs dans la science-fiction, j'en ai trouvé un, il y en a un au moins, c'est dans Excession, le roman de Iain Banks qui fait partie du cycle de la culture dans le tome 4. Alors je vous lis ce que nous dit
le vaisseau qui s'appelle P égale abondance, enfin c'est des humains qui sont avec le vaisseau qui s'appelle P égale abondance. Il faisait un peu plus de 50 km de diamètre, c'était un corps noir, une anomalie du milieu, impossible à distinguer à distance d'un volume équivalent d'espace interstellaire presque vide. Quelle est cette autre chose incroyable qu'ils ont découverte? Un artefact, expliqua Tichlin en se penchant de nouveau en arrière dans son fauteuil. Une sphère parfaite, un corps noir de la taille d'une montagne, en orbite autour de cette étoile d'un âge impossible. Le vaisseau fut totalement incapable de la pénétrer, ni avec ses capteurs, ni avec quoi que ce soit d'autre. Donc là, l'idée d'un objet qui est noir comme le fond du ciel, indistinguable, noir sur noir, on ne le voit pas. Alors en fait, s'il est vraiment noir sur noir, il devrait masquer quand même quelques étoiles derrière. Donc il y a une zone vraiment toute noire avec zéro source de lumière et puis des trucs autour. C'est un corps noir au sens, il semble absorber toute lumière qui tombe dessus. Mais on a dit un corps noir, c'est aussi un corps rayonnant. Ça, c'est la thermodynamique qui nous dit ça. On ne peut pas continuellement absorber de la lumière sans qu'il se passe quelque chose. En particulier, si j'absorbe de la lumière sans la rendre, je vais m'échauffer. Mais en fait, en m'échauffant, on l'a vu, on rayonne. Et ce rayonnement est d'autant plus important que ma température est élevée. Et plus j'absorbe, plus je suis chaud. Plus je suis chaud, plus je rayonne. Et vient un moment où je rayonne autant que j'absorbe. Et c'est très exactement la situation de la Terre avant l'ère industrielle, où elle recevait du Soleil et absorbait une fraction de lumière solaire qui était exactement égale à la fraction de lumière infrarouge qu'elle rayonnait dans l'espace. Et c'est parce que nous avons perturbé cet équilibre que nous sommes en voie de réchauffement climatique. La Terre rayonne un peu moins qu'elle reçoit du Soleil. Elle est en train de se réchauffer jusqu'à atteindre, à la fin du XXIe siècle, un nouvel état d'équilibre qui sera plus chaud. Incidemment, une remarque, la Terre, elle est située entre deux sphères incandescentes, la surface du Soleil, qui est une sphère dont on voit bien l'extérieur, une autre immense sphère à l'intérieur de laquelle nous sommes, qui est la sphère du fond diffus cosmologique. Je dis incandescente, évidemment, on a cet adjectif plutôt pour des températures élevées, mais en réalité, cette sphère est la trace de la sphère incandescente à 3000 degrés qui prévalait quand l'univers avait 380 000 ans. Et donc on est entre ces deux sphères incandescentes, l'une très chaude, l'autre très froide. Nous recevons de la lumière du Soleil sous forme de lumière visible. Cette lumière est pour partie absorbée par la Terre, une autre partie est renvoyée dans l'espace. Et cette partie absorbée permet de faire tourner à peu près tout ce qui se passe sur Terre, pas tout à fait tout, mais à peu près tout ce qui se passe sur Terre. Et la Terre rayonne en lumière infrarouge. En la première approximation, plus tout à fait juste maintenant, exactement autant qu'elle reçoit. Elle le rayonne vers une source froide, qui est le fond diffus cosmologique. On pourrait voir la Terre comme une manière de machine thermique qui fonctionne entre la source chaude du Soleil et la source froide du fond diffus cosmologique, qui récupère une source lumineuse en lumière visible et rayonne en infrarouge la même quantité, et je vais dire des gros mots, mais pour ceux qui ne comprennent pas, je m'en excuse, et qui récupère une forme d'énergie de faible entropie, qui renvoie une forme d'énergie à forte entropie, et qui permet tout simplement qu'il y ait des structures complexes hors équilibre qui se manifestent à la surface de la Terre. On peut voir, vous voyez, à l'échelle globale, la Terre comme un espèce d'endroit singulier, alors parce que nous y sommes, mais il y aurait plein d'autres endroits singuliers dans l'univers, si tant est qu'une vie existe ailleurs dans l'univers, qui sont entre la source chaude de l'étoile, la source froide du fond diffus et des structures vivantes hors équilibre qui peuvent se maintenir parce qu'elles reçoivent cette lumière, qu'elles en rayonnent autant en quantité d'énergie, mais l'entropie, la qualité de cette énergie n'est pas la même. On reçoit de la grande qualité énergétique et on rend de la faible qualité énergétique. Une manière d'exploitation de la lumière par le vivant ou par les structures complexes. Alors cette heure de corps noir qui est décrite dans Ian Banks, c'est pas qu'un... Il est un peu curieux ce corps noir parce qu'il devrait rayonner. S'il le regardait dans une autre longueur d'onde, il le voit extraordinairement brillant, par exemple en lumière infrarouge. Puisqu'il absorbe tout, on devrait le voir très brillant en lumière infrarouge, ce qui n'est pas le cas. Alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait être aussi cet objet? On pense évidemment à un autre objet qui absorbe toute la lumière, tout ce qui lui tombe dedans et rien ne ressort. Là pour le coup, rien ne ressort, c'est le trou noir, qui lui-même est un objet singulier aussi, avec une singularité centrale. Ça sera discuté dans un certain nombre de tables rondes pendant les Utopiales. Le trou noir qui nécessite de comprendre finalement comment marche la gravitation, qui n'est plus une force, comme Newton le pensait, une force à distance entre objets massifs, mais qui est cette fois-ci une manifestation de la courbure de l'espace-temps, de la déformation de l'espace-temps imposée par la présence des masses et éventuellement le mouvement de leur masse. Alors,
si l'excession de Yen-Banks était un trou noir, sa présence devrait déformer le fond lumineux alentour, parce qu'une des conséquences essentielles de la relativité générale, cette théorie de la gravitation d'Einstein, qui donc fait l'hypothèse que la gravitation, c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps, une des manifestations essentielles, c'est la déviation des rayons lumineux, qui a été observée dès 1919 dans des éclipses totales de Soleil. Si on voulait voir les étoiles en même temps que le Soleil, ce n'est guère possible, parce qu'en plein jour, on ne les voit pas. Il fallait masquer le Soleil. Quoi de mieux qu'une éclipse totale de Soleil? On ne voit plus le Soleil, puisque il est masqué par la Lune. On voit des étoiles, on mesure leur position relative. On a fait ça 6 mois avant, quand les mêmes étoiles étaient visibles en pleine nuit. Et là, on voit que les positions relatives des étoiles ne sont pas exactement les mêmes, qu'elles sont légèrement déplacées, parce que leur lumière, passant au voisinage du disque du Soleil, a été déviée d'un angle extrêmement petit, typiquement 2 secondes d'arc, c'est-à-dire la taille d'une pièce de 1 euro vue à plusieurs kilomètres. Donc on a des déviations extrêmement petites, mais qui étaient tout à fait incompréhensibles dans le cas de la théorie newtonienne de la gravitation. La lumière sans masse ne devait pas être sensible à la gravité. Et cette théorie de la gravitation d'Einstein a permis d'aboutir à la possibilité d'astres qu'on appelle trous noirs, des astres dont la compacité, pas tellement la densité, il se trouve qu'elle est importante aussi pour les trous noirs stellaires, mais dont la compacité, le rapport masse sur rayon est tel que la courbure imposée par la présence est si grande que même la lumière ne peut sortir de la zone qu'on appelle trou noir. Si on rentre dedans, tout va bien, vous passez l'horizon sans aucune difficulté. Enfin, si c'est un trou noir stellaire, vous aurez quelques problèmes. Mais un trou noir supermassif comme celui d'Interstellar, voilà un film où évidemment un trou noir supermassif de 225 millions de masses solaires. 225 millions, c'est pas donné dans le film, ne cherchez pas. C'est ce qu'on peut déduire en regardant le film. Je vous fais grâce de l'enquête, sinon on est foutu. On peut le déduire en regardant le film. C'est une petite subtilité. Et donc, ce trou noir supermassif, 225 millions de masses solaires, ça existe. On sait que ce genre d'engin existe. Je vais y revenir. Mais donc, on peut pénétrer sans être détruit. On peut franchir l'horizon du trou noir sans être détruit. Après, vous aurez des problèmes quand vous arriverez au voisinage du centre, au voisinage de la singularité, là où la courbure diverge, là où la courbure, selon nos modèles, tend vers l'infini. On est bien embêté avec ça. On ne sait pas gérer ça, parce qu'on ne sait pas gérer non plus la matière à très très grande densité, à des densités qui sont extraordinaires, qui devraient tendre vers l'infini. Il doit sans doute se passer quelque chose. Que se passe-t-il? Eh bien, on n'en sait rien, faute d'avoir la théorie physique adaptée, et de surcroît, même si on l'avait, la vérifier est assez compliqué. Il faudrait aller dans le trou noir et ressortir pour en parler avec quelque confiance. Bon, dans le film Interstellar, on voit que ça se passe bien, hein, il y a des petits plot twists, il rentre dans le trou noir, il fait des plans, mais on en reparlera dans une autre conférence, dans une table ronde pendant les Utopiales. Mais essentiellement, c'est masqué. Ce qui se passe à l'intérieur nous est masqué. Il y a un horizon absolu dans le cas du trou noir. Dans l'horizon marin ou dans l'horizon cosmologique dont je parlais, si on change de position, cet horizon se déplace avec vous. Cette borne qui vous empêche de voir au-delà d'une certaine distance se déplace avec vous. Dans le cas du trou noir, il y a 2 régions de l'espace-temps. Il y a l'extérieur, vous faites ce que vous voulez, et l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, mais en restant à l'intérieur. Et les deux, on peut aller de l'extérieur à l'intérieur, mais pas dans l'autre sens. Il y a vraiment un horizon absolu qui est commun à tous les observateurs qui sont extérieurs au trou noir. Alors les trous noirs aussi, c'est une source intéressante de questionnement, bien sûr, mais aussi d'observation, puisque maintenant, grâce aux détecteurs d'ondes gravitationnelles, nous avons été capables de détecter la coalescence de 2 trous noirs. On a des systèmes où il y a 2 trous noirs en orbite, l'un autour de l'autre, on peut avoir tendance à dire, mais plutôt l'un et l'autre autour de leur centre de gravité commun, et que cette orbite, parce que ce sont 2 corps compacts en rotation, va émettre ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Une autre conséquence de la relativité générale d'Einstein, et qui ont été mesurées d'abord indirectement par l'observation de ce qu'on appelle un pulsar binaire, mais aussi directement désormais grâce aux détecteurs à ondes gravitationnelles que sont les détecteurs Virgo européens et les 2 détecteurs américains LIGO, et puis le détecteur japonais qui va rentrer en service, ou qui est peut-être déjà rentré en service, KAGRA. Et donc ces détecteurs d'ondes gravitationnelles nous ont montré, en mesurant directement, qu'il y avait la possibilité que 2 astres compacts, alors typiquement des trous noirs ou des étoiles à neutrons, qui est le stade avant, qui résulte de l'évolution d'une étoile aussi, l'étoile à neutrons, une étoile de grande masse qui explose et qui finit sa vie en supernova, eh bien, il y a des systèmes binaires de ces objets
donc qui sont liés entre eux par la gravité, et que le fait de tourner, je vais redire l'un autour de l'autre, mais vous avez compris que c'est l'un et l'autre autour de leur centre de gravité commun, c'est une source d'ondes gravitationnelles. Si ces objets, ce système émet des ondes gravitationnelles, c'est qu'il va donc perdre de l'énergie, comme une étoile qui rayonne de la lumière perd de l'énergie. Et une question qui était importante à propos des étoiles, mais comment se fait-il qu'une étoile peut rayonner aussi considérablement pendant une durée aussi grande? Le Soleil, alors au début du XXe siècle, on estimait sa durée de vie à 1 milliard d'années, quelques centaines de millions d'années, et on avait calculé des durées de vie de 30 millions d'années, donc c'était le problème de quelle est la source d'énergie qui permet aux étoiles de briller durablement. Et là, pour les ondes gravitationnelles, c'est clair. Ce qui permet d'émettre les ondes gravitationnelles dans un système de binaires en rotation, d'objets compacts binaires en rotation, eh bien, c'est simplement que les objets vont se rapprocher. Alors, je vais partir de plus loin. Ils vont se rapprocher jusqu'à éventuellement entrer en contact et former un objet unique, une coalescence, soit d'étoiles à neutrons, soit de trous noirs. Et grâce aux détecteurs d'ondes gravitationnelles, on a détecté le premier signal qui a été détecté, le 14 septembre 2015, c'était le signal de la coalescence de 2 trous noirs. C'est que d'une certaine façon, donc le signal qu'on a observé, un signal oscillant, et puis ensuite des oscillations plus rapides avec une fréquence de plus en plus élevée et une intensité de plus en plus grande jusqu'à extinction du signal, les deux objets ayant fusionné en un seul trou noir. Dans le cas de 2015, c'était deux objets qui faisaient 36 et 29 masses solaires, donc 65 masses solaires totales. Et au final, on a un trou noir de 62 masses solaires et 3 masses solaires, l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil, ont été converties en énergie sous forme de rayonnement d'ondes gravitationnelles. Bien que situé à 1,3 milliard d'années-lumière, on a été capable de détecter ça sur Terre avec les détecteurs LIGO à l'époque. Maintenant, c'est plus d'une centaine d'objets de coalescence qui ont été observés, de trous noirs le plus souvent, mais aussi une fois, à une occasion, de 2 étoiles à neutrons. Et ça, cet objet était extraordinairement important. Le 17 août 2017, on a pu observer la coalescence de 2 étoiles à neutrons grâce à 3 détecteurs d'ondes gravitationnelles, les 2 américains et le détecteur européen Virgo. Et on a pu aussi le voir en rayons X, en rayons gamma, en lumière visible, en infrarouge. On a pu le suivre dans toutes les longueurs d'onde pour constater que ça collait, disons, à ce que l'on comprenait ou pensait comprendre avant de la coalescence de 2 étoiles à neutrons. 2 étoiles à neutrons et coalescence de 2 étoiles à neutrons, il y a une œuvre de science-fiction, il y a un problème qui se passe avec ça. Ah voilà, il n'y a que des boss ici, c'est incroyable, vous êtes vraiment professionnels. Diaspora, effectivement, de Greg Egan, où il y a 2 astres, 2 étoiles à neutrons qui vont être en coalescence et qui est dans la constellation du Lézard. Et il y a des problèmes. Je vous laisse relire Diaspora, c'est une œuvre magistrale. Il faut juste passer le premier chapitre, qui s'appelle Orphanogénèse. Si vous réussissez à survivre au premier chapitre, alors la suite est vraiment triviale. C'est vraiment... Enfin, trivial au sens des physiciens, c'est-à-dire très simple. Voilà. Donc, voilà. Mais il faut passer le premier chapitre. Bon, c'est Greg Egan, c'est de la hard science, c'est super. C'est très éduqué. J'en avais fait avec un collègue qui travaille précisément dans la question de ce qu'on appelle les sursauts gamma. On avait regardé en détail et c'était to the point. Greg Egan, bon, évidemment, mais c'était vraiment nickel. Pour la connaissance que l'on avait à l'époque, 1998, je crois, quand le roman 98 ou 95, je ne sais plus, fin des années 90, quand le roman est paru en anglais, et donc il était vraiment pile poil dans le sommet de la connaissance qu'on avait à l'époque, qui a évolué depuis, et c'est assez intéressant de voir justement les écarts entre ce que l'on comprend maintenant et ce que l'on voyait, ce que l'on savait, disons traduit entre guillemets par Greg Egan dans son roman. Alors là, il est 10 heures, c'est la fin. Et alors du coup, on a parlé de singularité, mais ce n'est pas tout à fait la fin, parce qu'il y a un truc qui va marcher, parce que, enfin normalement, il y a un truc qui va marcher, c'est une expérience. Parce que tout ça, c'est bien gentil de parler de la singularité, tout ça, la vie est belle, c'est cool, mais on va essayer d'entendre la singularité. Et alors pour ça, puisque ça vous avait plu l'année dernière, une petite manip, alors on a une petite manip qui est là. Alors, si la caméra fonctionne, voilà, vous voyez une petite caméra qui est là, voilà, ça marche. Vous voyez, la singularité est devant vous, voilà, c'est génial. Alors, il faut que ça marche. Après, c'est de la physique, donc normalement, ça marche. Mais des fois, il y a des problèmes. Les expérimentateurs dans la salle ou les physiciens expérimentateurs et expérimentatrices savent que des fois, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Cet objet, c'est tout simplement un petit disque en acier qui est un peu lourd, enfin puisque c'est de l'acier, c'est dense, c'est un peu lourd. Et puis il y a un support pour faire joli qui est
ah oui, on ne le voit pas là, qui est en vert, enfin quelque chose qui est assez dur pour qu'il y ait assez peu de frottement entre l'objet et le support. Et puis on va le faire tourner et on va entendre la singularité comme seul, et on peut faire une analogie très exacte, c'est ça qui est assez étonnant, entre cette coalescence de deux trous noirs qui se rapprochent par émission d'ondes gravitationnelles et qui finissent par former un seul objet, et la fréquence des ondes gravitationnelles augmente avec le temps, et l'intensité augmente avec le temps, et jusqu'à la coalescence où là, boum, ça s'arrête d'un coup. On peut faire une analogie mécanique très exacte, assez proche, avec cet objet qu'on appelle une singularité en temps fini. Il y a une divergence qui arrive à un moment, et puis ça s'arrête. Ça tend vers l'infini. En pratique, jamais ça tend vers l'infini. Ça s'arrête à un moment parce que les frottements, les dissipations finissent par l'emporter, et ça s'arrête. Ça sera la conclusion de ma conférence. Écoutez. La singularité. Merci à vous. On m'a coupé. Il y a la table ronde qui va suivre. Donc, vaquer aux utopias.